bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter le projet de SMEL du parc marin du Golfe du Lion et notamment la composante paysagère qui a été évoquée plusieurs fois en introduction. Donc, je vais vous expliquer très succinctement comment elle a pu être prise en compte dans le dimensionnement de notre projet. Très rapidement, sur notre projet de SMEL, chez nous, il a vocation à protéger 3 types d'habitats. L'herbier de Posidonie, le coralligène, mais aussi la roche infralittorale, puisqu'on est en Occitanie et qu'on n'a pas les mêmes substrats qu'on peut trouver par ici. Sur notre SMEL, donc, il faut savoir qu'on a déjà une SMEL qui a été installée en 2011 par le comité départemental de plongée 66 dans le cadre du DOCOM Natura 2000 et qui ensuite, quand le parc marin a été créé, la gestion de ces bouées nous a été rétrocédée et donc aujourd'hui c'est le parc marin, donc l'Office français de la biodiversité, qui en est gestionnaire. Ces bouées, on en a 14, c'est des bouées rouges comme vous voyez sur la photo qui est ici, qui sont réparties sur 4 secteurs différents, mais c'est bien une même SMEL séparée en fait en 4 périmètres. Et donc on en a 14 qui sont prioritairement destinés aux structures de plongée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, normalement, l'ancrage est interdit sur ces zones, mais on a uniquement des dispositifs à l'attention des plongeurs. Et donc on a un manque, puisqu'aujourd'hui on n'a rien pour l'amarrage des plaisanciers. C'est pour ça que le contexte actuel, c'est que sur des zones très fréquentées, comme la baie de Sainte-Catherine que vous voyez ici, on a de l'ancrage et donc on a des SMEL qui ne remplissent pas leur travail, puisqu'elles ne protègent pas les habitats qui sont dessous. C'est pour ça que le parc s'est lancé dans un projet il y a 3 ans pour venir compléter ces SMEL et ajouter des bouées, notamment des bouées blanches pour les plaisanciers. Donc sur ce projet très rapidement, comme je le disais, ça a été fait pour protéger les habitats qu'on a chez nous, en ajoutant ces bouées qui sont destinées aux plaisanciers pour qu'il n'y ait pas d'exclusion d'une catégorie d'usagers sur les périmètres où l'ancrage est interdit. Donc pour ça, on a eu une grosse phase de concertation puisqu'on a beaucoup d'activités qui se concentraient sur ces zones. Donc que ce soit les structures de plongée qui estimaient qu'il n'y avait pas assez de bouées aussi à ce jour, les plaisanciers bien sûr, mais aussi les pêcheurs professionnels puisqu'on a pas mal de petits métiers qui venaient caler des filets sur ces zones-là. Les bateliers, puisqu'on a beaucoup de bateaux de promenade en mer et notamment de vision sous-marine qui viennent croiser sur ces secteurs. Et enfin, d'autres usages, comme par exemple, on a eu certaines zones qui étaient des zones d'entraînement du Centre national d'entraînement commando, donc il a fallu aussi prendre en compte. Sur les contraintes techniques qui ont fait partie de tous ces enjeux qu'on a essayé de croiser, la profondeur, puisqu'on est dans des petites criques avec peu de profondeur, mais on voulait quand même garder un minimum de 5 mètres pour ne pas trop endommager les dispositifs qui seraient installés. Un rayon d'évitement donc, qui nous obligeait à espacer nos bouées, et le substrat, puisque préférentiellement, on voulait installer nos bouées sur du substrat rocheux. Et le dernier enjeu qui s'est un peu présenté à nous, c'est l'enjeu paysager, oui, puisqu'on se trouvait en partie, c'est ce que je vais vous présenter, dans des sites classés ou aux abords de monuments historiques. Donc pour le projet, je ne vais pas détailler cette partie-là, mais il y a une grosse phase de dimensionnement et de suivi de la fréquentation qui avait été fait en amont, donc avec des survols aériens, un stage, des comptages, puis une phase de concertation qui avait intégré tous les acteurs que je viens de citer, que ce soit les plaisanciers, les pêcheurs, les plongeurs et les transporteurs de passagers. On a constitué un dossier sur lequel il a fallu venir rajouter la question paysagère qu'on avait un peu squeezée dans un premier temps. Et donc, je vous disais, on a eu pas mal d'enjeux qui se sont recoupés chez nous. Les secteurs, ce qui est indiqué comme secteur en bleu, c'est là où on a nos périmètres de SMEL. Ce que vous voyez en violet, c'est tous les monuments historiques avec le périmètre de 500 mètres donc des abords des monuments historiques. Donc, ce qui était par exemple le cas sur Collioure, où on avait un certain nombre de monuments historiques qui recoupaient notre SMEL, dont il a fallu tenir compte, mais aussi le secteur de Sainte-Catherine, qui est un site classé et qui nécessite donc qu'on demande une autorisation ministérielle de travaux en site classé pour pouvoir faire des aménagements. Ces particularités, c'est aussi dû au fait que les sites classés se prolongent en mer, ce qui n'est pas toujours le cas. Et chez nous, en tout cas, la plupart des sites classés recoupaient nos périmètres en mer. Donc sur la prise en compte de l'enjeu paysager, on a dû faire appel à un bureau d'études. Donc c'est extrait de l'étude paysagère que ce bureau d'études nous a fait. C'est ce que je vais vous présenter. Donc nous, on se disait que dans un premier temps, ça allait être, ils vont nous embêter sur la couleur des bouées, ils vont nous demander... enfin voilà, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Ce qui a été fait, et toute l'étude a été menée en fait en se basant sur, OK, on va se positionner d'un certain point de vue et on va étudier quel va être l'impact de votre projet.
Pour ça, on a pris en compte la distance de perception, par exemple, depuis les monuments historiques, du phare du Cap Béar, à quelle distance vont se trouver vos aménagements. La position de l'observateur, puisqu'on avait par exemple un sentier littoral aussi, donc suivant où se trouve l'observateur, on n'aura pas le même point de vue sur les aménagements qui vont être faits. On avait aussi l'ouverture du champ de vision, puisque comme je le disais, on a des toutes petites criques au champ de vision qui est très restreint, ou alors des grandes baies très ouvertes. Donc si on vient mettre des bateaux au milieu, ça n'a pas du tout le même impact. La concurrence visuelle aussi, puisque quand on a plein de choses à regarder, comme les monuments historiques ou les aménagements, on se focalisera peut-être moins sur les bateaux qui sont ancrés juste en dessous. Le rapport entre l'échelle et le cadre paysager, est-ce que notre projet prend toute la baie ou il se concentre uniquement sur une petite partie? Et enfin, l'agencement des mouillages, le désordre organisé qu'on pourra donner à nos installations. Donc je vais vous présenter uniquement cette partie-là, qui est la partie de l'Anse Sainte-Catherine, puisque c'est le site classé. Vous voyez en bas à droite, on voit la pointe du Cap Béar avec le phare du Cap Béar, qui est un monument historique, et toute cette partie-là de l'Anse de Poly, qui est en site classé. Donc ça, c'est le premier schéma qui a été fait par notre paysagiste pour dire, OK, votre projet, c'est la partie en bas à droite que vous voyez, qui est l'emprise du périmètre de la SMEL, et toutes les zones en rouge, en orange, sont celles depuis lesquelles notre projet sera visible. Donc c'est tout le bassin sur lequel on va se dire, OK, d'ici, quel impact va avoir votre projet? Et notamment le phare du Cap Béar en haut à droite, et la petite anse, la petite plage de Sainte-Catherine qui est juste en dessous. Le projet, la partie à gauche, c'est le projet initial. Donc les petits points sont les bouées que nous, on avait positionnées suite au suivi de fréquentation et à la concertation avec les acteurs. Et là-dessus, on est venu retravailler avec notre paysagiste, donc c'est peut-être pas très lisible, mais c'est les petits croquis qui sont sur le schéma de droite, avec 3 axes de travail principaux. Le premier, c'était de protéger la vue depuis le monument historique, qui est le phare du Cap Béar, c'est-à-dire que quand on se trouve sur ce monument historique, qu'on n'ait pas d'impact visuel trop important, notamment des bateaux. Ensuite, tout ce qui est en jaune, c'est les vues depuis les criques ou les petites plages, qui sont des vues très fermées. Et là, il nous a été demandé de dégager complètement la vue depuis ces zones-là. Et enfin, d'essayer de limiter l'effet de quadrillage, donc ce que j'appelais un peu le désordre organisé, et de décaler un peu les bouées pour que ça soit agencé de manière un peu plus harmonieuse. Donc dans les faits, ça donne ça. C'est un peu la projection, la projection qui a été faite par la paysagiste. Là, on se trouve depuis le monument historique, donc le phare du Cap Béar, où vous voyez qu'on a dû enlever les bouées qu'on avait positionnées un peu au centre de l'image pour les rapprocher, les mettre vraiment en pied de falaise pour que ça soit moins visible depuis ce point de vue-là. Là, on est sur le sentier du littoral. Donc pareil, vous avez les petites baies, les petites criques en dessous où on a dû enlever les bouées qu'on avait positionnées ici, où aujourd'hui on a pourtant beaucoup de petites plaisances, mais il a fallu les décaler de cette zone-là pour qu'elles ne soient pas au premier plan visuel depuis ce sentier. Et enfin, là, on est sur la petite crique, donc vraiment l'anse toute fermée, où là aussi, il a fallu décaler tous les mouillages que vous voyez sur la partie en haut à droite pour pas qu'ils viennent obstruer en fait la vue depuis cette petite crique. Et ça, c'est le point de vue depuis le fond de la baie de Poly. Je vous disais qu'on a aussi des points de vue depuis des grandes baies ouvertes, où là, finalement, notre projet a très peu d'impact puisqu'on est très loin, et donc ça ne posait pas de problème sur ces parties-là. Pour finir peut-être rapidement sur la partie procédure, puisque c'est quand même ce qui nous posait question au début. Sur la procédure, donc on a fait une demande d'AOT, que vous connaissez certainement bien, mais en parallèle, une demande d'AST. Les mêmes éléments constituent ces 2 dossiers. Puisque pour le dossier d'AST, il faut aussi dimensionner, expliquer comment on a estimé notre nombre de bouées, les aspects sur la concertation, mais c'est vraiment l'étude paysagère qui sera le cœur de ce dossier, contrairement au dossier d'AOT, où le cœur du dossier, c'était plutôt le dimensionnement, les suivis et la fréquentation, et l'étude paysagère était vraiment annexe. Donc les mêmes éléments constituent ces 2 dossiers, et ces 2 dossiers ont tous les 2 été déposés à la DDTM, donc pour nous en janvier. Et pour le dossier d'AST, la DDTM l'a transmis ensuite à l'ADREAL, qui était en charge de son instruction. Pour l'AOT, on a eu la procédure classique, donc on est passé en commission nautique locale pour les aspects de sécurité notamment. Puis notre dossier a été soumis à plusieurs avis, comme c'est le cas dans pas mal de dossiers. Pour le parallèle, la demande d'AST, on est passé en CDNPS, donc Commission départementale nature, paysage et sites, où là, il y a eu une proposition d'avis qui a été émise par l'inspecteur des sites, avec lequel on avait pas mal travaillé ce projet en amont, ainsi que l'architecte des bâtiments de France, qui ont tous les 2 proposé
émis une proposition d'arrêté. Et donc, cette CDNPS a ensuite transmis son avis au ministre chargé des sites, qui est la ministre de l'Environnement. Et c'est là qu'on a pu avoir une autorisation ministérielle de travaux en site classé. Dans le même temps, on est en train de finaliser la procédure d'AOT et on est en train de rédiger nos arrêtés sur la convention et sur le règlement de police. Tout ça pour vous donner une estimation de temps, puisque dans notre cas, la procédure d'AST a duré environ 8 mois dans sa globalité et que ça s'inscrit complètement dans le planning de la procédure d'AOT, puisqu'on devrait atteindre les 10 mois. Donc c'est vraiment 2 procédures en parallèle. Et juste pour terminer sur notre retour d'expérience là-dessus, ça a été un peu difficile dans un premier temps puisqu'on était vraiment de 2 écoles différentes, en tout cas avec l'inspecteur des sites avec lequel on a dû travailler. Et c'est pourquoi ça a nécessité beaucoup de sorties de terrain. On n'avait pas du tout les mêmes visions du projet. Et pour lui, il était par exemple difficile de comprendre pourquoi on mettait autant de bouées et pourquoi on avait concerté tous ces usagers-là. On a eu pas mal, donc on les a emmenés sur le terrain, on est allé voir, on a expliqué, puisque c'est pas forcément évident de se comprendre mutuellement. Et ça a été un gros travail en amont du projet. Et sur ce projet-là, on a aussi dû prendre en compte les autres projets d'aménagement qui avaient cours dans le secteur. On a un autre projet sur le secteur de Poly, donc vraiment le fond de la baie. Et il a fallu qu'on travaille de concert pour que l'aspect paysager soit aussi harmonisé sur toute la baie de Poly. Et la dernière chose, c'était pour vous donner l'exemple. Donc ça, c'est notre autorisation spéciale de travaux en site classé qu'on a reçue. Et donc, quelques points, par exemple, qui sont encore des points de question pour nous, c'est qu'il a été stipulé que les installations devraient être de la même teinte, alors que chez nous, on a un code couleur pour les bouées, blanc pour les plaisanciers et rouge pour les plongeurs. Il nous a été demandé dans les prescriptions, l'utilisation d'ancrage réversible. Or, chez nous, quand on met des ancrages sur la roche, c'est des platines à scellement chimique, donc c'est difficilement réversible. Ou encore l'interdiction de mouillage hors des dispositifs prévus, c'est-à-dire que les navires qui ont aujourd'hui des ancres à positionneur dynamique ne seraient pas autorisés dans l'ASMEL pour ne pas engorger la fréquentation du site. Donc voilà, c'est encore quelques points qui sont à réfléchir et à finaliser pour nous. Mais c'est le retour que je pouvais vous faire rapidement. Merci.